Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Charlie, plus vivant que jamais, dans son documentaire L'humour à mort, Daniel Lecomte rend hommage aux victimes de l'attaque contre le journal satirique. 20 ans après les faits, il rouvre une plaie dans l'histoire contemporaine israélienne. Amos Gitaï revient sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien et prix Nobel de la paix. La Guyane française, comme vous ne l'avez jamais vu, rencontre avec le photographe Christophe Jean, récompensé par le prix Carmignac de photojournalisme. En janvier prochain, on commémorera les 1 an de l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo. À l'approche de ce triste anniversaire, un documentaire sort au cinéma, L'humour à mort, signé Daniel Lecomte. Le réalisateur avait déjà longuement filmé les coulisses du journal satirique en 2007. Avec ce nouveau long métrage, il rend hommage aux 12 personnes assassinées le 7 janvier dernier, dont certaines étaient devenues pour lui des amies. Entendu une puis deux détonations. Ils me mettent en joue pour que je leur montre la rédaction. Et à ce moment-là, j'entends Allah Akbar. Je me suis dit, ça y est, merde, on y est. Le 7 janvier dernier, les caricaturistes de Charlie Hebdo sont la cible d'une attaque terroriste. Cabu, Wolinski, Charb, Tignous et Honoré, 12 personnes sont assassinées. Le 7 janvier dernier, le réalisateur Daniel Lecomte a perdu des amis. Cabu l'avait dessiné lors de son interview exclusive avec Salman Rushdie. C'était à l'époque des versets sataniques. Il faisait toujours des caricatures absolument géniales. C'était un grand artiste. Et voilà. Donc c'est une façon pour moi d'être qu'il soit toujours là avec moi. Abonnez-vous à Charlie Hebdo, qui est et restera votre hebdo libre et indépendant. C'est démocratique. Et c'est obligé, ça? Du jour au lendemain, ils sont passés, si vous voulez, d'une bande de joyeuderie qui se marrait avec l'actualité, qui essayait de jouer avec les lignes, qui essayait de déranger, et de mettre la plume dans la plaie. Très vite, ils ont compris que ça supposait des risques considérables. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré ça, ils ont continué à s'exposer. Charlie n'est pas mort. Les survivants trouvent la force de sortir un nouveau journal. Les Français se mobilisent. Face à la caméra de Daniel Lecomte, la dessinatrice Coco acceptera de raconter ces secondes d'horreur, au moment où les terroristes l'ont forcée à ouvrir la porte de la rédaction. Quand je fais le code, j'ai la Kalachnikov que je sens un moment dans mon dos. Je pense à ma fille, tout se bouscule. Je suis complètement déchirée, en fait. Je suis déchirée. Elle fait un acte extrêmement courageux en le disant avec une très grande honnêteté. Il y a un côté Antigone, il y a un côté de quelqu'un qui résiste. Parce que vouloir le dire à ce moment-là, si vous voulez, et le dire comme elle le dit, c'est d'un courage inouï. Charlie est bien vivant. Ce documentaire, L'humour à mort, est le témoignage de son esprit de résistance. Autre documentaire en prise avec l'actualité, même si les faits remontent à quelques années maintenant, le réalisateur Amos Gitaï revient sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin en novembre 1995. Le Premier ministre de l'État hébreu avait alors payé de sa vie l'accord de paix avec les Palestiniens. La place des Rois à Tel Aviv, les derniers mots d'Yitzhak Rabin avant son assassinat. Le premier choc du film d'Amos Gitaï, c'est la bande-son qui accompagne les derniers instants du Premier ministre israélien. Il aura fallu 2 ans de travail au réalisateur Amos Gitaï pour trouver le bon équilibre, un genre salué par l'une des références en matière de films politiques. Le mélange des actualités, la vérité vraie, et la construction de certaines scènes, c'est absolument magnifique. Et naturellement aussi, c'est que le contenu, c'est quelque chose de très nouveau.
très exceptionnel. Et venant d'un Israélien, c'est formidable. Amos Gitaï a pu notamment accéder aux retranscriptions de la commission d'enquête chargée d'élucider les circonstances de l'assassinat. Ce qu'on dit, nous les intervenants, moi qui jouais le rôle du chauffeur, ce que je dis, c'est mot pour mot ce qui a été dit à cette commission. C'est juste que c'est nous qui le jouons parce que la commission n'a pas été filmée. Yigal Amir est l'assassin d'Yitzhak Rabin. Un jeune militant d'extrême droite farouchement opposé aux accords d'Oslo, signés 2 ans plus tôt et pour lesquels Rabin, Arafat et Pérez avaient obtenu le prix Nobel de la paix. À l'époque, Benjamin Netanyahou est le chef de l'opposition israélienne et alimente un climat de haine, selon Amos Gitaï. Je trouve qu'il a fait une démarche très cynique, Netanyahou. Il a ses responsabilités. Je crois qu'il faut qu'il commence à assumer. Est-ce que Netanyahou a vu votre film? Je crois qu'il peut acheter un billet, j'imagine. En Israël, le film a reçu un bon accueil, malgré un climat politique tendu. Le plus célèbre pharaon d'Égypte retrouve sa barbichette. Le masque funéraire de Toutankhamon avait été endommagé en août 2014 lors de travaux sur l'éclairage du musée du Caire. En or massif, ce trésor de l'Égypte antique vient de retrouver sa place après 2 mois de restauration. Récit de Sophie Guignon. C'est l'un des joyaux de l'Égypte antique. Vieux de 3500 ans, le masque de Toutankhamon avait résisté au temps, au pillage, mais pas aux travaux du musée du Caire. La barbe de l'enfant pharaon, mort à l'âge de 19 ans, s'était détachée. À la hâte, elle avait été recollée par des employés du musée. Il aura fallu 2 mois à une équipe d'experts allemands pour restaurer cette pièce d'exception. Le plus difficile, c'était de détacher la barbe. Nous avons utilisé des moyens mécaniques et des outils en bois, parce que les outils en métal égratignent la surface du masque. Pour protéger cette pièce en or incrustée de pierres semi-précieuses, un masque blanc sur mesure a été utilisé pendant toute la durée de la restauration. Clin d'œil à l'histoire, les anciennes méthodes ont payé pour recoller les morceaux. Les meilleurs matériaux pour recoller la barbe étaient ceux utilisés durant l'Égypte antique, de la cire d'abeille. Le trésor de Toutankhamon est la plus prestigieuse collection du musée du Caire. 5000 objets intacts, des pièces d'exception, découvertes en 1922 par l'archéologue Howard Carter à Luxor, dans la mythique Vallée des Rois. On finit avec le lauréat du prix Carmignac de photojournalisme pour cette 6e édition. C'est le travail du Français Christophe Jean qui a été primé. Dans une série en noir et blanc, il nous fait découvrir la face cachée de la Guyane française, celle où les lois de la République n'ont plus cours. Des clichés à découvrir dans la chapelle des Beaux-Arts à Paris. Visite guidée signée Axel Simon et Julien Sauvager. C'est un prix de photojournalisme qui récompense un travail aussi documenté qu'esthétique, le prix Carmignac. Cette année, il a pris le parti de nous plonger dans les zones de non-droit. Le photographe Christophe Jean en est le 6e lauréat. Il a fait le choix de s'immerger dans la Guyane de l'intérieur, loin des clichés. Il n'y a pas une Guyane, il y a des Guyanes. Je vois plus la Guyane comme un ensemble de territoires qui forment cette entité guyanaise. Un ensemble de territoires d'exception où les lois républicaines ont du mal à être applicables et du mal à être appliquées. Le dénominateur commun, c'est peut-être l'isolement. Ce projet d'envergure a été réalisé sur 6 mois, en pleine saison des pluies. Les conditions de tournage sont parfois extrêmes. La nature guyanaise peut se montrer hostile. Pour faire cette photo, par exemple, il a fallu emprunter 5, 10, 15 pirogues pour trouver le bon endroit, la bonne lumière. Une photo à l'arrache, coincée sur une pirogue avec un chikungunya qui faisait que j'étais plié en 2. Christophe Jean s'intéresse à un territoire en particulier, l'Inini, et à ses habitants. Il en ressort des photos en noir et blanc d'une grande sobriété.
comme celle-ci devenue symbolique. Elle représente le sous-préfet local entouré des chefs coutumiers en habit traditionnel. De Camopi pour attendre la visite de la ministre des Outre-mer. Un déplacement improbable d'une ministre qui vient depuis Paris à Camopi, un endroit à peu près inaccessible. En dehors des villes et du littoral, les photos de Christophe Jean dressent un portrait de la dérive sociale au cœur de la forêt amazonienne. Elles ont été exposées dans la Chapelle des Beaux-Arts à Paris. L'exposition a vocation à voyager en Italie et en Angleterre. Et pour ceux qui voudraient garder trace de ces photos, un catalogue a été édité aux éditions Kerrer. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Alors qu'on a commencé cette émission avec un hommage à l'esprit de résistance de Charlie Hebdo, on se quitte avec la vie qui reprend au musée du Bardo à Tunis. 9 mois après les attaques meurtrières, les œuvres de 5 artistes tunisiens émergents y sont présentées. Objectif, valoriser la création contemporaine tunisienne. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.